Madame, Monsieur, bonsoir. Donc aujourd'hui, avec nous sur le plateau, Madame Valérie Debu. Madame Valérie Debu, bienvenue sur le plateau d'Almoatine pour notre émission La Chronique Politique Voix de Fait. Bonjour à tous et merci de votre accueil et désolé pour mon retard. Mais la mobilité à Bruxelles est un gros souci. Oui. Donc, on va commencer notre première question sur Nivelles. Est-ce que Nivelles est une ville qui donne la priorité à la personne handicapée et quels sont les objectifs en termes d'inclusion des personnes handicapées, à savoir par exemple le travail dans les administrations locales, l'accessibilité dans les administrations, etc. Donc d'abord Nivelles est une belle petite ville de 28 000 habitants qui a un caractère historique et une identité très forte, et donc je vous y invite avec plaisir. Volontiers. Et ce sera l'occasion de vous faire découvrir des spécialités et notamment sa célèbre tarte à jotte. Mais effectivement c'est une ville dans laquelle on accorde beaucoup de préoccupations à la personne handicapée. Tout d'abord, je suis toujours échevine de la mobilité en titre. Comme vous le savez, je suis échevine empêchée depuis mon mandat de députée à la région Wallonne, mais on a développé toute une série de projets en matière de mobilité qui tiennent compte de la place de la personne handicapée dans la ville. Et donc on travaille notamment avec une association qui est la SBL Gamma. Et qui donne son avis sur les projets d'aménagement, par exemple pour l'accessibilité des trottoirs, les certaines pentes. C'est aussi important en termes de places de stationnement. Nous essayons d'abord de répondre à des demandes dans certains quartiers, mais en tout cas dans des quartiers dans le centre notamment, où il y a beaucoup de fréquentation. Nous respectons une norme d'accès aussi pour les personnes, le stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Donc il y a le volet mobilité bien sûr qui est très important, notamment aussi la place des piétons et des PMR lors de chantiers. C'est parfois des choses qui sont négligées en matière de cheminement, en matière de signalisation, et donc on essaye de sensibiliser le mieux possible les auteurs de projets et les entreprises qui effectuent les travaux pour respecter. Il y a encore énormément de travail à faire. C'est un travail quotidien de tous les jours, et on a aussi un conseil de la personne handicapée, donc un conseil communal qui est en fait créé à l'initiative du président du CPAS, qui existe déjà maintenant, je dirais, depuis 8-9 ans, et qui en fait regroupe toute une série de personnes qui sont issues d'associations. C'est aussi sur base d'un appel à la candidature, et qui se réunit 3 ou 4 fois par an, et qui évalue toute une série de questions, de problèmes qui lui sont soumis, et qui en fait émet des recommandations au collège communal. Et c'est vrai que la mobilité, par exemple, moi j'y ai participé longtemps à ces réunions, occupe quand même, je dirais, 70 à 80% des questions. Mais il y a, comme vous l'avez dit aussi, l'inclusion de la personne handicapée dans la vie professionnelle, et notamment donc au niveau des administrations. Nous respectons en tout cas le quota, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est un terme qui existe, et donc d'engagement. D'ailleurs, il y a eu récemment un inventaire de toutes les communes, et je crois que donc ma commune, Nivelles, respectait en tout cas les obligations qui incombent au pouvoir public en matière d'accueil de la personne à mobilité réduite. Mais je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail aussi, parce que pour revenir à la question du patrimoine et de la mobilité, nous avons une ville, comme je l'ai dit, historique, médiévale, avec des petites voiries, des petites rues qui n'ont pas été conçues pour l'accueil des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite à l'époque, de même qu'un certain nombre un patrimoine qui est historique, avec des bâtiments qui
sont pas vraiment adaptés. Et donc, dans certains bâtiments, il y a encore le souci, notamment, malheureusement, à l'hôtel de ville. Ça va être un défi, d'ailleurs, pour les prochaines années. Là, à l'hôtel de ville, il y a certains services qui sont difficilement accessibles et bon, on doit descendre si on veut accueillir une personne à mobilité réduite parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et donc, ça reste quand même encore une question à résoudre dans l'avenir quand on aura des investissements. En tout cas, pour tout ce qui est investissement privé et public également, mais soit dans la rénovation de bâtiments, soit dans la construction de nouveaux bâtiments, il y a des normes à respecter. Et ça, c'est d'ailleurs un règlement régional que tout investisseur, qu'il soit public ou privé, doit respecter. Nous avons refait notre grand place il y a quelques années sur base d'un plan communal de mobilité. Et donc, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Malheureusement, il y a un souci en matière de franchissement des trottoirs qui n'est pas encore réglé. Ça montre bien que même si on est sensibilisé sur le plan technique, il y a encore des améliorations à apporter, notamment au niveau des cahiers des charges. Mais par exemple, la conception de la Grand Place permet maintenant à une personne qui est soit avec une canne, soit avec une tribune, soit en chaise roulante ou des mamans, parce que PMR, c'est aussi des mamans ou des papas qui poussent des poussettes. Bien, maintenant, l'accessibilité piétonne, en tout cas en termes de pente, en termes de cheminement, est tout à fait rendue accessible, possible pour ces personnes-là. Donc ça aussi, c'est une volonté d'inclure toutes sortes d'usagers de la route et aussi la création du piétonnier, une partie de la Grand Place qui est devenue piétonne. Ça participe non seulement à la convivialité urbaine, mais ça inclut bien sûr toutes ces personnes-là qu'on ne voyait jamais en fait avant se promener dans les rues, parce que c'était des rues avec quasi pas de trottoir, il y avait des voitures partout, il y avait la place, c'était quasi 100% pour la voiture. Bien maintenant, on a refait une Grand Place qui en fait est accueillante pour toute une série de personnes et qui ne se limite pas uniquement aux automobilistes. Et donc ça, on voit vraiment qu'on évolue vers beaucoup plus de convivialité. Mais voilà, je pense qu'on a enclenché, on a démarré une politique, mais il y a encore beaucoup de chemin dans la sensibilisation et en termes de respect aussi de places de stationnement. Par exemple, on a aussi travaillé avec la police locale qui a effectué des campagnes pour sensibiliser et même voire parfois sanctionner des citoyens qui ne respectent pas les places handicapées. Et ça, je trouve qu'il y a quand même du progrès parce que ça rentre quand même maintenant dans les mœurs et vers plus de respect. Mais voilà, c'est un beau défi en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du chauffeur de bus scolaire de Genappe qui a créé une bibliothèque à l'attention des enfants dans son bus? Mais le transport scolaire, c'est un sujet important en région wallonne parce que il y a certains enfants qui font énormément d'heures de trajet, que ce soit le matin ou le soir. Il y a parfois certains soucis, notamment aussi pour des enfants qui souffrent de handicap et qui font partie de l'enseignement spécialisé. Et donc, il y a des améliorations qui ont déjà été apportées au système pour réduire les temps de parcours, mais il y a beaucoup d'efforts encore à faire, et notamment pour doter ces transports d'accompagnants. Mais c'est vrai que moi j'avais été très sensibilisée à c'est une initiative tout à fait, je pense, personnelle d'un chauffeur qui est passionné par la lecture, la littérature et qui effectivement rend utile ce genre de voyage. Et donc je pense d'ailleurs que j'ai un de mes collègues qui va interroger la ministre de la Culture sur cette initiative pour peut-être la développer, l'étendre un peu plus, voilà, de l'étendre dans d'autres itinéraires ou d'autres établissements et pour faire en sorte que ça crée peut-être des émules. Mais par exemple, dans le transport scolaire, il y a des progrès à faire, notamment en termes de
d'itinéraires. C'est un système qui est très coûteux, effectivement, qui permet donc à chaque enfant, donc chaque famille, de pouvoir accéder à l'école de libre choix. Donc c'est une liberté importante que nous avons en Belgique et qui n'existe par exemple pas par exemple en France, hein. Mais il faudrait travailler aussi sur les accompagnants. Donc il y a très peu d'accompagnants, enfin il manque des accompagnants pour les itinéraires. Là aussi, certains parents ne sont pas toujours bien informés et donc l'organisation concrète, en tout cas, entre l'école, le TEC qui l'organise sur le terrain et la région wallonne qui en organise toute l'administration n'est pas toujours optimale entre tous ces acteurs et devrait être améliorée. Donc là aussi, au niveau de la région wallonne, mon groupe politique, on est assez actif pour essayer de demander au gouvernement wallon d'améliorer ce service pour la population. Okay. L'état de la pauvreté en Brabant wallon, qui contrairement aux stéréotypes touche de plus en plus en fait de ménages monoparentaux, brabançons, les personnes âgées, les femmes seules avec enfants, etc. Et quelles sont les mesures prises par votre commune, par exemple, pour remédier à ce problème? Bien, c'est vrai qu'on a toujours le sentiment que le Brabant wallon est une région, je dirais, entre guillemets, riche. On surnomme parfois la Wallifornie. Bon, il faut reconnaître que dans la région, il y a une impulsion très forte au niveau du développement économique, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de PME, il y a aussi des universités qui génèrent beaucoup d'activités de recherche. Donc, c'est vrai qu'il y a des résultats économiques qui sont tout à fait intéressants et un esprit d'entreprendre qui, je pense, est un beau succès pour la région, mais ce n'est pas pour ça que dans les communes qui sont réputées riches, il n'y a pas de pauvreté et de problèmes. On a parlé de familles monoparentales, d'isolement de personnes âgées. Et donc, il faut effectivement, au niveau de notre commune, on a un CPAS très actif qui a développé toute une série de services pour venir en aide à la population, et notamment via le réseau IDES, hein, qui en fait permet aussi de recourir, enfin je prends des exemples concrets comme ça qui me viennent à l'esprit, mais notamment aussi pour les personnes âgées, donc, ou des personnes, je dirais, dans le besoin, pour pouvoir notamment bénéficier de petits travaux, de choses comme ça, ou que les gens ne se sentent pas isolés socialement, qu'ils puissent avoir recours à toute une série de services. Il faut savoir qu'on a de la chance quand même que Nivelles soit, c'est le chef-lieu d'arrondissement, donc c'est quand même une ville, je dirais, très complète en termes de services sociaux. Et donc il y a beaucoup d'associations. On a aussi un tissu associatif très développé pour venir en aide aux personnes en difficulté, que ce soit aux personnes qui ont des problèmes de logement, aux personnes qui ont des problèmes de violence conjugale. Donc on a au niveau de la ville toute une série de ressources que soit développées directement par le CPS ou la ville de Nivelles, ou des associations qui font que il y a pas mal de gens qui viennent à Nivelles qui peuvent en profiter, en bénéficier pour essayer de se sortir de la misère. Et donc on a des initiatives très concrètes, et je dirais qu'on s'est aussi doté d'un plan de cohésion sociale, hein, donc, qui effectivement travaille sur toute une série d'axes. Donc il y a par exemple le logement, il y a tout le problème des assuétudes, il y a le fait aussi je dirais, de l'animation dans les quartiers. Donc il y a toute une série de projets qui sont menés et qui font qu'on essaye de mieux intégrer ces personnes, de ne pas les isoler socialement, de pouvoir les réinsérer le mieux possible, que ce soit dans la vie professionnelle si c'est encore possible, ou alors en tout cas rompre l'isolement. Et donc par exemple, concrètement ici on est dans une phase hivernale, hein, avec les températures qui sont assez froides, et donc il y a
un projet, donc une convention qui lie notre CPS avec un hôtel qui peut mettre à disposition, en cas de grand froid, une ou des chambres pour des sans-abri, par exemple. Et donc, ça a déjà été le cas. Et donc, il y a en tout cas des initiatives qui sont prises pour éviter des situations qui sont intolérables. Mais voilà, c'est... Okay. Le RER, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier-là, et surtout, je pense, en mars 2016, oui, il y avait plus ou moins un blocage sur ce dossier-là, soit une sorte de stop sur les avancements de ce projet. Et vous étiez présente, vous avez essayé de faire bouger les choses. Quel est l'état de l'avancement en fait, du RER pour l'instant? Bien, il faut replacer ça dans un contexte historique. Le RER n'est pas un nouveau projet et on en a reparlé l'année dernière et c'est peut-être une bonne chose que toutes les formations politiques et que finalement aussi tous les niveaux de pouvoir se sont mobilisés pour ce projet important de mobilité pour Bruxelles et le Grand Brabant, je dirais, parce que c'est un projet qui, malgré des accords politiques qui datent de fin des années 90, début des années 2000, aurait dû être terminé en 2012. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir tout un chacun balayer devant sa porte et que malheureusement, dans le temps, il n'y a pas eu suffisamment de volonté politique pour faire avancer ce projet parce que entre le fédéral et les régions, que ce soit Bruxelles ou la région wallonne, on n'avait peut-être pas nécessairement la même vision de la mobilité et une envie de créer ce réseau, parce que peut-être qu'à l'époque, je parle de ça de 15 ou 20 ans, la SNCB n'en voyait pas nécessairement la nécessité, que la région wallonne se disait, au niveau du Brabant wallon, est-ce qu'il y a tant de besoins de mobilité que ça? Et Bruxelles se disait, mais oui, si on crée un réseau de facilité de transport entre Bruxelles et sa région, ça va peut-être encore inciter des Bruxellois à quitter la ville, puisque ça a été longtemps un sujet de débat. Maintenant, on se rend compte qu'il y a un mouvement aussi de retour vers les villes, mais donc à l'époque, c'était quand même des questions importantes. Donc voilà, il n'y a pas eu suffisamment de mobilisation. Quand les décisions politiques ont été prises, et ça c'est une bonne chose en 2001-2002 si je me souviens bien, malheureusement on n'a pas prévu assez de budget et ça ce n'est pas nouveau. Je pense que beaucoup de responsables politiques le savaient et l'ancien gouvernement fédéral en était conscient également, et donc maintenant il faut pouvoir terminer les investissements qui sont importants, et notamment les 4 voies qui lient Bruxelles et le Brabant wallon, la ligne 161 donc vers Ottignies et la ligne 124 vers Nivelles. Donc, au niveau des travaux, il y a toute une série. Donc, le ministre a informé tous les mandataires je pense de Bruxelles et des 2 Brabants. En tout cas, en Brabant wallon, il y a eu une réunion qui a été tenue chez le gouverneur de la province pour informer en fait d'un premier planning pour toute une série de travaux qui seraient donc des chantiers qui ont été entamés, qui ont malheureusement été un peu freinés, mais qui seraient terminés pour l'échéance 2020-2024. Par exemple, pour Nivelles, c'est la finalisation de la gare qui n'a pas encore été, qui n'a pas encore fait l'objet d'un permis d'urbanisme ni d'un chantier. Et donc ça, c'est une priorité de terminer là où il faut terminer certains travaux, donc certains quais qui doivent encore être aménagés, notamment avec des ascenseurs ou des escalators ou des choses très concrètes qui n'ont pas encore été faites. Mais là où il va falloir terminer, c'est l'aménagement des 4 voies, ou en tout cas sur la ligne 161, on est plus ou moins à 30% de finalisation. Sur la ligne 124, donc vers Nivelles, on n'est encore nulle part, puisqu'il n'y a pas de permis, les permis sont périmés, et donc il y a eu aussi des recours, des péripéties juridiques, je vous passe les détails, et donc là il va falloir reprendre à zéro. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement les investissements
qui doivent être planifiés. Donc les investissements qui vont permettre d'accéder aux 4 voies, il va falloir les planifier le plus vite possible, mais évitons de nous enfermer dans des délais parce que ça risque encore de créer des polémiques. Mais en tout cas, ce qui est déjà d'actualité depuis maintenant près d'1 an, c'est que la SNCB s'est dotée d'une cellule RER, donc, et ça c'était peut-être une erreur du passé, c'est qu'on n'a pas finalement dédicacé une équipe spéciale RER au sein de la SNCB, tandis que maintenant il y a une cellule RER, donc il y a un monsieur RER au sein de la... parce que je sais qu'il est en partance, donc ce sera peut-être une madame, enfin on ne sait pas, il y a une personne en tout cas qui est dédiée uniquement pour le RER et qui a déjà mis en place toute une série de services, ce qu'on appelle l'offre S, donc l'offre suburbaine, qui en fait améliore certaines fréquences au niveau des lignes qui font partie de toute la toile RER. Donc on a commencé l'année dernière avec notamment la ligne qui va vers l'aéroport, donc comme on appelle, le nom m'échappe, mais aussi depuis maintenant le mois de décembre, avec le nouveau plan de transport donc, qui est d'application maintenant, pour 2017 jusqu'à 2017-2020, puisqu'un plan de transport a une durée de vie assez courte. Il y a déjà des fréquences qui ont été améliorées, la desserte aussi de l'aéroport qui est beaucoup plus facile pour la ligne 124, donc la ligne de Nivelles notamment. Donc je pense qu'au fur et à mesure aussi, on va améliorer l'exploitation, qui va permettre finalement de tendre le plus possible vers l'offre RER, qui est une offre spécifique avec des fréquences de 4 trains par heure à toutes les gares qui sont sur le réseau. Donc maintenant les gares principales, elles les ont, mais peut-être pas encore toutes les petites gares qui sont situées sur toutes les lignes. Et donc ça, c'est un objectif vers lequel on peut tendre, mais parallèlement, il faut planifier les 4 voies et donc en tout cas pour la ligne 124, c'est redéposer des demandes de permis d'urbanisme et de retravailler là-dessus. Et en tout cas, il y a aussi des lignes budgétaires qui doivent être trouvées, puisque ça, il y a dans tout un pacte pour les investissements que le gouvernement fédéral souhaite mettre en place avec les régions. Il y a une partie, en tout cas, de ces montants qui serait dédiée au RER, mais actuellement, c'est toujours en cours de discussion. Qu'est-ce que vous pensez de la volonté de voir agrandir le centre commercial de l'Esplanade à Levallois-Neuve? Ça, c'est un très très beau débat. Je suis assez sensible à cette question-là parce que toutes les communes, enfin beaucoup de communes, on sent que le commerce en fait est un secteur en pleine mutation. Il y a effectivement le développement du commerce grande taille, donc il y a une étude assez intéressante d'ailleurs du CRISP qui vient d'être publiée et qui montre toute l'évolution du commerce à travers le temps, et donc on a la taille des commerces qui a évolué donc vers les plus grandes surfaces. Il y a des implantations en périphérie, il y a effectivement une offre commerciale très importante, il y a l'e-commerce aussi qui on est encore aux prémices en Belgique, qui va encore impacter le commerce de détail. Il y a aussi les changements de comportement, les changements d'habitude des consommateurs qui évoluent peut-être vers des produits différents, l'impact notamment des nouvelles technologies dans le panier de consommation, par exemple au détriment de l'équipement de la personne ou des biens, des vêtements ou de l'ameublement. Il y a aussi la volonté de profiter plus des loisirs. Donc tout ça aussi a un impact sur la manière dont les commerces sont implantés dans les centres-villes. Et donc c'est vrai que le débat sur les shoppings, il est important. Donc, par exemple, je vais revenir à l'Esplanade dans un instant, mais par exemple, à la ville de Nivelles, nous avons un shopping qui est là depuis les années 70, et donc on a autorisé une expansion parce que c'était, l'équipement était présent, et donc il fallait le moderniser. Mais on a clairement signifié, suite à une étude que l'on a commandée, on a clairement signifié aux promoteurs que l'on souhaitait réduire notre demande d'implantation de commerce en périphérie pour essayer de recentrer des commerces plutôt à proximité du centre. Et donc on a étudié tous les secteurs d'activité dans notre commune, où ils étaient implantés et quels étaient les besoins. Et donc
on a là une aide à la décision qui est appréciable lorsque l'on est confronté à des demandes de permis d'urbanisme. Et donc pour l'esplanade, c'est peut-être réducteur de dire je suis pour ou je suis contre, dans la mesure où l'esplanade, elle existe déjà, qu'on a quand même à l'époque beaucoup réfléchi sur cette implantation, puisqu'elle est située au centre-ville. Elle est vraiment située au cœur de la ville, et qu'il y a eu là une volonté de la commune d'aussi raccorder l'esplanade à une rue commerçante importante. Voilà, il faudrait voir quel est l'impact de cette décision. Est-ce qu'on a vraiment pu densifier la vie au centre? Pour ou contre l'esplanade, c'est une question difficile, mais je me rends compte que pour les communes environnantes, c'est effectivement une question qui est importante, dans la mesure où ça risque de déforcer quand même les petits centres commerciaux tout autour. Et donc, il faut quand même bien calibrer le type de biens que l'on pourrait mettre dans ce complexe, parce que c'est vrai qu'il y a un impact quand même sur l'attractivité des petits centres, que ce soit Outigny ou Wavre. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, on va aussi arriver à une saturation, c'est un peu l'avis des observateurs du secteur. Il y a beaucoup de projets qui sortent, notamment sur Bruxelles. Il y a Dox qui vient de s'ouvrir, il y en a d'autres qui sont encore à l'état d'étude. Mais je pense que ce qui va se créer à un moment donné va se créer au détriment d'autres choses qui existent. Et ça risque de déplacer finalement les clients et les emplois. Donc on ne va pas créer plus d'emplois, on ne va pas générer plus de valeur ajoutée. Donc ça, c'est quand même une question importante. Et donc je pense qu'il faut en tout cas éviter une suroffre. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a déjà des sites de centres commerciaux qui sont totalement désaffectés. Donc on connaît moins ça. On a connu des crises industrielles avec des sites d'activité économique désaffectés qui restent et qui malheureusement impactent de manière négative une commune ou le paysage. Et on risque aussi à un moment donné de connaître des shoppings, des centres commerciaux qui sont aussi frappés de crise. Et donc il y a un moment donné où on va arriver à des situations compliquées, et il faut éviter, en tout cas il faut, je pense, éviter une suroffre. Bon, maintenant la région wallonne s'est dotée d'un décret sur les implantations commerciales pour permettre de mieux réguler le secteur. On verra ce que cet outil va permettre de faire, mais c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir une réflexion. Et donc, je serais assez prudente, en tout cas, pour une décision dans ce domaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la justice jeunesse en Brabant wallon, et notamment la prise en charge par le ICJ et le SPJ de Nivelles, qui se révèlent souvent désastreuses dans les conflits familiaux aux parents? C'est un secteur important, mais je n'ai pas vraiment d'écho dans le sens où le SAJ est un service désastreux à la population. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas toujours situé à un endroit facilement accessible. On a été souvent, en tant qu'élus locaux, interpellés à ce sujet. Est-ce qu'il y a trop peu ou trop de services? En tout cas, je pense que de ce que je connais de ces matières-là, il n'y a pas toujours nécessairement une coordination et une communication entre ces différents services qui fonctionnent de manière optimale. Et donc, il y a sûrement des choses à améliorer dans ce domaine-là. Voilà, mais... Ok. Pourquoi le coût du logement à l'achat via la régie foncière du Brabant wallon sont si chers, en moyenne 350 000 € pour une maison, alors que la régie foncière présente ces logements comme étant une opportunité de devenir propriétaire pour les jeunes de la classe moyenne?
Oui, donc oui, mais c'est vrai qu'en région wallonne, en Brabant wallon en particulier, on a une situation assez spécifique par rapport à la région wallonne, c'est qu'on est dans une zone de haute pression foncière. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que les aides, les dispositifs qui sont mis en place par la région wallonne ne sont pas suffisamment efficaces, en tout cas pour le Brabant wallon, parce qu'il y a toute une série de personnes qui, en fait, ce qu'on appelle la classe moyenne, mais qui, je vais dire, gagnent, entre guillemets, trop d'argent pour accéder aux logements sociaux et aux aides spécifiques pour ce public cible-là, mais ne gagnent pas assez pour accéder à la propriété privée. Et malheureusement, les aides de la région wallonne ne sont pas suffisantes parce que le prix des terrains et le prix des biens immobiliers en Brabant wallon est assez élevé. Et donc c'est vrai que le Brabant wallon, en tout cas la province du Brabant wallon, a depuis un certain nombre d'années mis en place toute une série d'initiatives et de projets pour justement, je vais dire, compenser ce différentiel entre les aides de la région et la réalité, en tout cas, qui touche le Brabant wallon. Malheureusement, il y a quelques années, la région wallonne a un peu dessaisi les provinces de cette compétence, et donc la régie foncière a dû développer d'autres initiatives et travailler avec d'autres outils pour en tout cas rencontrer cette préoccupation pour permettre donc aux jeunes, parce que ça c'est effectivement les jeunes qui ont 30-35 ans, c'est sinon pas, je dirais, un milieu familial autour d'eux. Pour eux, c'est assez compliqué d'accéder à la propriété. Donc ça, je le vois même au niveau de Nivelles, par exemple, puisque Nivelles est très vite... nous sommes aux portes du Hainaut, et donc très souvent, ce sont des jeunes ménages qui vont acheter une maison 10 ou 15 kilomètres plus loin, parce que justement, il y a un différentiel de prix qu'ils ne peuvent plus acheter de biens dans leur commune. Et donc ça, c'est quand même une préoccupation importante. Et donc il y a différentes possibilités qui existent, et notamment ce que nous avons par exemple développé à Nivelles, c'est, où l'IBW par exemple l'a fait aussi, l'intercommunal du Brabant wallon l'a fait aussi, c'est la mise à disposition de terrains au prix coûtant, donc en prenant les critères d'accessibilité au logement moyen, donc les critères de la région wallonne, donc qui permet aussi quand même aux personnes d'accéder à la propriété. Donc là, on a développé plusieurs initiatives dans ce domaine-là, et ça permet quand même à des jeunes de pouvoir rester. Donc ils doivent s'engager à habiter notamment un certain nombre d'années, de ne pas revendre. Le bien ne peut pas être revendu avant un certain nombre d'années. Strictes. Il y a des conditions aussi mais il y aura à mon avis d'autres projets encore à développer pour il y a des projets un peu innovants qui devront être trouvés, notamment en matière de fiscalité, pour encore rencontrer ces besoins qui sont pas suffisamment rencontrés à l'heure actuelle. Quels seront vos grands défis d'ici 2020 pour le Brabant wallon? Ça c'est une bonne question. Mais je crois que la mobilité, ça reste, c'est la mobilité, je dirais, en Brabant wallon. Donc le Brabant wallon a quand même des liens très forts avec Bruxelles. Ça, je crois que c'est normal, dans les deux sens. Mais la mobilité aussi intra-Brabant wallon est quand même assez... Quand je dis mobilité, c'est surtout en matière de congestion. Ça reste quand même... ça devient... Il y a quand même des pôles qui se sont très fort développés autour de Tigny-Louvain-la-Neuve, de Wavre. Il y a Waterloo-Braine-l'Alleud qui sont des communes importantes également, Nivelles, avec des parcs industriels qui se sont développés et qui génèrent énormément de trafic. Donc il y a... on doit travailler sur plusieurs axes, notamment
la finalisation de contournements routiers qui sont dans les cartons depuis un certain nombre d'années et qui ne sont... Enfin, on parlait du RER tout à l'heure, mais les projets de contournement, ils sont aussi depuis aussi longtemps dans des cartons. Et on n'a toujours pas... Il y a le contournement de Wavre qui est important, il y a le contournement de Tubis, qui est une zone en pleine reconversion économique qui est important et qui n'est toujours pas réalisé. On sait que les échéances et que les budgets n'ont pas toujours suivi au niveau de la région wallonne. Et donc ça reste, c'était une question importante, c'est tout ce que le SPOE peut mettre à disposition de notre province pour le doter d'infrastructures de qualité qui répondent, parce que Brabant wallon est attractif pour les habitants, pour les entreprises, et donc il faut pouvoir y répondre en matière d'infrastructures routières adaptées. Il y a sûrement aussi d'autres possibilité d'améliorer les liaisons de bus, d'améliorer l'efficacité des transports en commun qui sont quand même, je dirais, à part quelques gares qui relient le Brabant wallon à Bruxelles, il n'y a pas beaucoup de possibilités de transport en commun si ce n'est les bus, mais il y a notamment toutes les possibilités qu'à mon avis, qu'on connaît déjà bien à Bruxelles avec l'e-mobilité ou je dirais tout ce qui tourne autour des voitures partagées, des projets qui sont déjà tout à fait maintenant, enfin qui sont en plein développement sur Bruxelles et qui pourrait aussi être développé en Brabant wallon, notamment grâce à certaines applications informatiques. Et donc là, je pense que je crois que ce sera vraiment un défi pour la province. Il y en a d'autres. Je crois que le logement restera la priorité. Le logement aussi, ça reste, même s'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour les jeunes en particulier ou pour les personnes isolées, puisque la structure familiale évolue, et donc je crois que le logement restera quand même aussi un domaine de prédilection dans lequel il faudra mettre beaucoup d'énergie, en tout cas. Voilà. Okay. Alors nous avons entendu parler que vous avez une complicité avec le Premier ministre, avec Charles Michel. On sait que vous avez grandi en politique ensemble, mais quel genre de complicité en fait? Mais, je vous rassure, c'est pas du tout indiscret. Mais non, en fait, je ne sais pas si on a grandi ensemble, mais j'ai eu la chance finalement de croiser la route de grandes personnalités en Brabant wallon. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'intercommunal du Brabant wallon, qui est donc l'intercommunal de développement économique qui s'occupe aussi d'environnement, avec toute la thématique de l'épuration des eaux et la gestion, la valorisation des déchets. Et donc intercommunal dit association de communes, et j'ai pu être en contact avec de grands formats de la politique comme Charles Aubec, maintenant décédé, mais aussi Louis Michel, Serge Kubla, qui ont quand même marqué fortement la politique belge et aussi fatalement du Brabant wallon. Et donc c'est vrai qu'en 2000, quand j'ai eu le virus de la politique, parce que je pense que voilà, c'est un peu comme un virus, voilà. Et en me présentant pour la première fois aux élections communales dans ma commune à Nivelles, c'est à ce moment-là que Charles Michel, à 25 ans, est devenu ministre de la région wallonne. Il avait en charge les pouvoirs locaux et la fonction publique, et j'ai eu la chance de travailler au sein de son cabinet ministériel dans des compétences que je ne connaissais pas mais que j'ai découvert, donc qui étaient celles des pouvoirs locaux et aussi des gros dossiers qui concernaient l'avenir et le développement du Brabant wallon, notamment tout le plan ce qu'on appelait le plan 2004, le plan prioritaire, voilà, le plan des parcs d'activité économique, qui est aussi important pour le développement d'une région. Et donc j'ai eu, voilà, je crois que c'est une expérience que je pourrais conseiller à beaucoup de jeunes passionnés par la chose publique et par la politique, parce que on apprend énormément de choses finalement en très peu de temps. Dans un cabinet ministériel, on travaille beaucoup, et on travaille, je dirais, on doit travailler assez vite, et donc on a vraiment
une expérience importante. Et donc, au terme de cette période, j'ai eu la proposition de me présenter aux élections législatives, donc à la Chambre, en 2003, puisque le MR souhaitait diversifier finalement je dirais les mandataires politiques du Brabant wallon. Certains étaient arrivés, je dirais, à un âge respectable, et donc j'ai eu la possibilité de figurer en deuxième place sur la liste législative à la Chambre, donc derrière Charles Michel. Et donc c'est vrai que j'ai siégé à la Chambre pendant un certain nombre d'années, mais Charles Michel a été appelé à un beau destin, puisqu'il est devenu ministre fédéral également. Il a été 2 fois ministre fédéral, et puis il a aussi, il est devenu notre président de parti. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes au MR qui ont grandi avec Charles Michel et qui ont, je dirais, suivi son ascension et qui sont, voilà, je crois, qui font partie de son équipe actuellement. Et donc maintenant, bon, vous le savez mieux que moi, aussi bien que moi, il est devenu Premier ministre depuis octobre 2014, et donc promis un destin national, et peut-être même encore plus par la suite. Et donc c'est une belle expérience, mais c'est vrai que avoir pu côtoyer et évoluer auprès de toutes ces personnalités que j'ai citées, mais il y en a d'autres aussi, c'est quand même une responsabilité, parce que on est dans une province où le MR fait de très beaux scores, mais ça reste toujours un défi, parce qu'il faut pouvoir confirmer ces résultats, voire les renforcer là où on est plus faible. Et donc ce n'est pas si évident. Et donc on a parfois peut-être, on pourrait en tout cas avoir l'impression que c'est acquis, mais rien n'est jamais acquis. Il faut se remettre en question continuellement. C'est un travail de tous les jours, et à quelque niveau que ce soit au niveau communal, mais à d'autres niveaux, provincial ou autre, eh bien, ça reste quand même toujours un défi, et voilà, une façon de se mobiliser, un objectif en tout cas pour l'avenir. Alors justement, quelle est l'évaluation de Valérie Debu de la performance du gouvernement MR-NVA? D'abord, ce n'est pas un gouvernement uniquement MR-NVA, puisqu'il y a quatre formations qui font partie du gouvernement fédéral, avec aussi l'OpenVLD et le CDNV. Je pense qu'on méconnaît ce que ce gouvernement a déjà pu apporter, et malheureusement on a face à nous une opposition très forte, et donc qui prend beaucoup de place dans l'espace médiatique, en tout cas francophone. C'est peut-être pas le cas en Flandre. Mais je crois que, et l'objectif, et je crois qu'il va falloir le rappeler, encore plus communiquer, encore mieux expliquer ce que ce gouvernement veut faire, ce que ce gouvernement veut prendre ses responsabilités et décider d'un certain nombre de réformes. Réforme de l'emploi, réforme des soins de santé, réforme des pensions, pour justement garantir l'avenir de notre système social, qui est un système généreux, qui est assez unique au monde, parce que j'entends, je vois et je peux comprendre, parce que j'entends ça aussi. J'ai pris connaissance de l'étude, de l'enquête qu'a publiée le soir ce matin, donc Noir Jaune Blues, sur les inquiétudes des Belges. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte quand on en parle avec les citoyens. Il y a des inquiétudes sur l'avenir, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un pays avec énormément d'atouts, et notamment de protection sociale. Il y a un filet social qui existe quand vous êtes dans le besoin. Vous n'êtes, même s'il y a il y a de la pauvreté, on en a parlé, mais et donc ce gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des décisions pour assurer, en tout cas à tous ceux qui en ont besoin, une protection sociale dans l'avenir. Et notamment, s'il faut prendre des mesures sur les pensions, nous ne sommes pas le seul pays à l'avoir pris. C'est justement pour permettre de maintenir le financement des pensions à terme. Et en matière de sécurité sociale, c'est la même chose. Il y a des réformes à prendre, notamment en matière d'infrastructures hospitalières, de gestion des hôpitaux, pour mieux utiliser les outils existants, rationaliser et
faire des économies d'échelle, travailler en réseau et justement économiser de l'argent pour permettre de pouvoir répondre en tout cas à tous les besoins. Donc c'est vrai qu'il y a des changements, pour la population, il y a des changements qui doivent être compris, mais c'est justement ça aussi l'enjeu de ce gouvernement et la finalité finalement, je dirais, prioritaire, c'est la création d'emplois, c'est qu'on ne garantira pas mieux un système de protection sociale qu'en créant plus d'emplois et que c'est ça aussi la clé pour l'avenir de notre pays, voire de l'Europe également dans le monde avec tous les pays qui émergent et le développement économique de toute une série d'autres régions du monde, c'est qu'il faut faciliter la création de l'emploi et que l'emploi, ça ne se décrète pas, ce n'est pas des lois qui créent ni des décrets qui créent l'emploi, c'est tout un environnement administratif, légal, qui fait que certains entrepreneurs puissent trouver les fonds, puissent prendre des risques, puissent créer de l'activité économique, engager du personnel, créer de la valeur ajoutée qui va alimenter la machine et donc à terme garantir notre système de protection sociale. Et c'est ça en fait ce que veut faire ce gouvernement. Moi je ne partage pas les inquiétudes quand on dit qu'on veut démanteler la sécurité sociale, c'est faux, on veut justement la préserver. Alors c'est vrai que en termes de fonction publique par exemple, ça c'est aussi un débat important, on ne veut pas supprimer certaines fonctions publiques qui sont indispensables, je pense à la justice ou à la sécurité, donc, et notamment les policiers, voire l'armée, mais c'est vrai que dans notre pays, on se rend compte que la part de l'emploi public donc, est très importante par rapport à l'emploi privé. On peut comparer ça d'un pays à l'autre et ce qu'il faut à un moment donné, c'est un équilibre entre l'emploi public et l'emploi privé. Si vous avez trop d'emplois publics, comment sont financés les emplois publics? Ils sont financés quand même grâce à la création et aux emplois privés, à la valeur ajoutée qui vient du secteur privé. Et donc, si on a un déséquilibre trop important, ce n'est pas bon non plus. Et c'est un peu ça qu'il faut travailler, c'est de voir quel est le meilleur équilibre possible, quels sont les services indispensable pour la population et donc il y a peut-être, je pense aussi certaines administrations qui sont peut-être pas toujours organisées de manière efficace, que l'on pourrait un peu alléger, rationaliser notamment en faisant certaines économies et c'est vers ça que l'on va aller et je pense que c'est dans l'intérêt général du pays. Ok, on arrive à la fin de notre émission, donc pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait... Oh là là l'homme avec un grand H devrait s'occuper du vivre ensemble. Pour vous, Dieu est... C'est une question personnelle. Un homme politique aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est au service de ses concitoyens. La Belgique de demain sera diversifiée. Merci Madame Valérie Doby. Merci à vous en tout cas pour votre accueil et bon succès à toute votre équipe. Merci Madame. Mesdames et Messieurs, c'est ici que se termine notre émission.